Alors on va s'arrêter sur les derniers développements de cette guerre en Ukraine avec vous, Emmanuel Dupuis, bienvenue. Bonjour. Vous êtes président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Alors pourquoi cibler Zaporijjia? On pense évidemment à l'explosion hier sur le pont de Crimée. Est-ce que ce sont des représailles? Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça fait déjà depuis plusieurs jours que Zaporijjia et la région sont ciblées. Vous l'avez mentionné, il y avait déjà eu la semaine dernière une frappe, précisément dans cette ville qui se situe dans la banlieue de Zaporijjia. Et puis tout simplement, dans la journée d'hier, il n'y a pas eu que Zaporijjia qui a été ciblé. Il y a eu des frappes autour d'Odessa. C'est la guerre qui continue. La guerre qui continue sur un front qui est très large et qui ne concerne pas que les opérations militaires. Ça fait partie de la ligne d'opération russe qui cible sans séparation les civils comme les militaires. La ville de Zaporijjia, en tout cas, à travers les images que vous montriez, les 12 missiles qui ont frappé ces 5 immeubles ne semblent pas être des cibles militaires. Depuis maintenant 228 jours, c'est la même pratique et la même tactique. C'est pas forcément une réponse à ce qui s'est passé hier sur le pont de Crimée. Alors ce n'est pas une réponse, mais il y a la centrale qui est juste à côté. Est-ce aussi 70 km. 70 km, certes, mais est-ce que ce n'est pas aussi pour faire une pression sur les Occidentaux, par exemple, en disant attention, on frappe là? Alors ce serait le cas s'ils avaient frappé la centrale. Ils ont frappé une ville à 70 km. Pas tout à fait la même chose. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a eu en même temps des frappes à proximité de la centrale. Notamment alors que la centrale est à l'arrêt, les 6 réacteurs sont à l'arrêt, qu'il y a évidemment la mise en place des générateurs qui sont alimentés par du fioul. Enfin, en même temps, le fioul n'est à disposition que pendant 10 jours, 9 jours désormais. Et donc là, il y a un sujet beaucoup plus préoccupant, évidemment, qui est différent de la frappe sur des habitations civiles qui ont malheureusement fait une quinzaine de victimes, mais ce sont deux choses bien différentes. Par contre, ce que veulent les Russes, c'est évidemment militariser l'agenda de la centrale de Zaporijjia, alors que les Occidentaux, au contraire, veulent la démilitariser. Alors, on va regarder cette image du pont de Crimée où le trafic a repris. Alors, le trafic des véhicules, des voitures, puisque les camions sont encore interdits de circulation. Il y a des ferries qui sont mises en place. Alors, tous les véhicules sont minutieusement fouillés au lendemain de l'attaque qui n'a toujours pas été revendiquée. Alors, la Russie mène l'enquête avec des plongeurs notamment. Et on va retrouver tout de suite en direct de Moscou notre correspondant, Paul Gogo. Alors, Paul, est-ce qu'on en sait plus sur l'auteur présumé de cette explosion? Eh bien non, ça reste un mystère. Il y a deux théories. Il y a la théorie russe qui veut que ce serait un camion bourré d'explosifs qui aurait été envoyé par des Ukrainiens pour perpétrer une attaque terroriste. Et puis il y a la théorie ukrainienne qui fait auquel certains représentants de la ligne dure côté russe peuvent adhérer aussi, qui voudraient que la ligne dure, justement, certaines lignes dures, en tout cas en opposition au Kremlin, pourraient avoir eu envie de faire passer un message à Vladimir Poutine, parce qu'évidemment, ce pont de Crimée, c'est le pont de Vladimir Poutine. Il est d'ailleurs surnommé comme ça par certaines personnes en Russie. C'est le symbole de l'annexion de la Crimée. Et aujourd'hui, ce pont, il a effectivement repris fonction, c'est-à-dire que les trains, dès l'année dernière, de passagers ont repris leur passage pour traverser le détroit de Kerch. Les voitures désormais peuvent retraverser ce pont, mais il faut des heures pour pouvoir traverser le détroit de Kerch, parce que le FSB est sur place. Le FSB contrôle toutes les personnes, toutes les voitures qui veulent traverser ce lieu, qui est désormais certainement l'endroit le plus protégé de Russie. Mais il faut rappeler que c'était déjà censé être l'endroit le plus protégé de Russie. Jusqu'ici, ça n'a pas empêché cette attaque. Merci Paul Gogo pour ces précisions depuis Moscou. Et alors, fait rare, Moscou a annoncé hier la nomination d'un nouveau commandant en chef pour mener cette guerre en Ukraine. Sergueï Sourovikine, 55 ans, est un vétéran. Tadjikistan, Tchétchénie, intervention en Syrie en 2015. Il dirigeait jusqu'à présent le groupement des forces sud. Son portrait est signé Mathieu Cavada. Général Sergueï Sourovikine, 55 ans, un regard dur et un homme plutôt secret. De lui, on sait qu'il a combattu au Tadjikistan, en Tchétchénie, et qu'il a commandé les forces russes en Syrie il y a quelques années. Un habitué des guerres dures. Ces derniers mois, il dirigeait les opérations dans le sud de l'Ukraine et il avait participé à la conquête de Lysychansk, un des rares succès de Moscou. Dans un contexte de méfiance, il était un des seuls généraux à voir la confiance affichée de Vladimir Poutine. Il en récolte aujourd'hui les fruits. Les forces armées de Russie continuent leur opération militaire spéciale. Le ministère de la Défense a nommé le général Sergueï
Sourovikine, commandant des forces dans la zone de l'opération militaire spéciale. Le mot guerre n'est pas employé, la sémantique ne change pas. Ce qui est nouveau, c'est que cette nomination est publique et assumée. Son prédécesseur présumé, Alexandre Dvornikov, n'avait jamais été nommé officiellement. Il avait même disparu des images officielles pendant quelques semaines. C'est donc une marque de confiance pour Sergueï Sourovikine. Sa mission est claire, inverser la tendance militaire alors que Moscou ne cesse de perdre du terrain sur tous les fronts en Ukraine et faire taire les critiques inhabituelles et de plus en plus nombreuses qui visent l'armée russe. Alors Emmanuel, ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu cette nomination publique, ce qui est rare. Oui, alors on a fait beaucoup d'emphase autour de cette nomination. C'est pas la première fois qu'il y a eu un commandement unitaire, en tout cas qui a été officialisé, puisqu'il y a à peu près 2 mois, Alexander Dvornikov, vous faisiez référence et vous avez montré son portrait, avait lui-même été nommé pour essayer de coordonner ses fronts. Il faut avoir à l'esprit que il a fallu 226 jours, on est au 228e jour, pour qu'il y ait cette officialisation de la nécessité de coordonner l'action, puisque jusqu'à présent, c'était des commandements locaux, régionaux. D'ailleurs, Sergueï Sourovikine commandait le flanc sud. Et donc, d'une certaine manière, il reprend et élargit l'offensive, ou en tout cas anticipe l'arrivée des 200 000 qui auront bien du mal, par rapport à ce qui s'est passé en Crimée, à arriver sur une partie du front. Ce qui est nouveau, c'est évidemment la manière dont le président russe va l'annoncer, puisque demain, il va réunir son Conseil national de sécurité. Alors ça tombe le jour d'une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité, de sécurité des Nations Unies. Il n'y a pas de lien? Pas de lien aucun? Non, parce que la Russie fait peu de cas des décisions du Conseil de sécurité, d'autant qu'elles sont toutes ciblée contre l'action qu'elle mène. Donc, d'une certaine manière, elle brandit son veto de manière régulière. Non, par contre, ce Conseil national de sécurité advient alors que le pont de Crimée, que Vladimir Poutine avait lui-même inauguré en grande pompe en mai 2018, a été touché. Il advient alors qu'il y a des tensions évidentes au sommet de l'État. Donc il veut reprendre la main sur le plan médiatique. Il veut montrer que c'est lui le chef de guerre et qu'il nomme un général en qui il a parfaitement confiance. Vous l'avez mentionné, un ancien de Tadjikistan, de Tchétchénie, la deuxième campagne de Tchétchénie, ou la Syrie, mais après tout, la plupart des généraux qui ont été nommés sur le front étaient également en Syrie. Mais par contre, il faut avoir à l'esprit que c'est un général qui vient de l'armée de l'air. C'était le commandement des forces aérospatiales. On a beaucoup posé la question, ou on s'est interrogé plutôt, pour savoir pourquoi il n'y avait pas suffisamment de coordination entre les forces sur le terrain, l'infanterie, l'artillerie et l'aviation. La Russie a déployé peu d'avions, elle a du reste perdu qu'une 50aine. Donc il s'agit là d'un officier de l'armée de l'air, ce qui n'était pas le cas des précédents généraux, qui étaient tous... Peut-être une nouvelle stratégie plus axée sur l'aviation. Sans doute. Et il faut avoir à l'esprit que ce général est surnommé le général Armageddon et qu'il a eu une fâcheuse tendance à utiliser abusivement les missiles pour effectivement cibler non seulement des cibles militaires, mais des cibles civiles. Peut-être là, pour le coup, pour répondre à votre question, ce qui s'est passé à Zaporijia n'est que le début d'une campagne qui continuera à cibler, hélas, des civils ukrainiens. Merci Emmanuel Dupuis pour cet éclairage. Voici ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la guerre en Ukraine. Pour plus d'informations, je vous renvoie sur notre site tv5monde.com.